Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Bac, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. Chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Voici sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle émission. Au programme aujourd'hui, des problématiques d'accès à l'eau et notamment à l'école. Par manque de moyens, de nombreux enfants dans le monde sont privés d'un environnement éducatif sain et inclusif. On détaille tous ces enjeux dans un instant. 4 au sommet, dans la ligne de mire, l'alpinisme au service de l'eau. Climb for Water souhaite absolument porter la voix de l'eau dans les Andes et l'Himalaya notamment, avec en prime des installations solidaires dans de nombreux villages. On vous explique tout ça là aussi dans un instant. Et puis pour un monde plus équitable, plus durable aussi, quelles sont les initiatives qui peuvent rapidement être mises en place? Que faire si vous souhaitez vous engager? Que pouvez-vous faire à votre niveau? Élément de réponse là aussi dans un instant. Bonjour Malek Semar. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entrepreneur et président fondateur de l'association No Water No Us, association que je me permets de te tutoyer, tu étais déjà venu nous présenter. Tout à fait. Allez, il y a une petite année, allez, petit rappel, No Water No Us, c'est quoi? C'est en 2 mots, sensibiliser à agir pour l'eau. Voilà. Sensibiliser, agir pour l'eau. Quel est ton ADN? Quel est l'ADN de No Water No Us? L'ADN de No Water, c'est une phrase qui m'a été inspirée d'ailleurs quand j'étais à Kinshasa, c'est on peut se battre mais l'eau nous réunira. Donc on parle beaucoup de guerre de l'eau, mais je pense que le concept de paix de l'eau est quelque chose aussi. Puis comme je suis convaincu que l'art et le sport sont nos meilleurs bagages vers le monde de demain, on s'appuie beaucoup sur l'art et le sport pour porter la voix et sensibiliser. Et on associe systématiquement une action sportive ou artistique avec une installation solidaire sur le terrain. Tu nous parles de Kinshasa, mais là tu reviens d'où? Parce que à chaque fois que tu viens nous voir, c'est toujours une étape en fait, de Doha. Oui, j'étais au Qatar, je suis rentré il y a 3-4 jours. D'accord, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc pour Cycle for Water. Tout à fait. Plus de 100 000 km à vélo, exactement, avec des jeunes formidables. Comment vont-ils et quel retour d'expérience? Parce qu'on va bien sûr parler après de Climb for Water, mais de Cycle for Water, c'est parce que c'était complètement fou, je me souviens. C'était magique. Enfin, ça a été 1 an de préparation, 2 ans de périple, une vingtaine de pays traversés, 17 mois, beaucoup d'installations dans les écoles. Et moi, je retiens une phrase, en fait, celle de William, parce que quand on s'est vu après, on a échangé, il m'a dit Malek, en fait, t'as raison. Si on prend les gens un par un, ils sont tous gentils. Et la lumière vient aussi, le plus souvent, on la voit dans les moments les plus sombres. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout de l'apprentissage, en fait. En disant, on ne part pas là-bas pour vous dire, voilà comment ça devrait fonctionner. Mais quelle est votre relation avec l'eau? Parce que finalement, personne ne connaît l'eau. On se rend compte que les gens ne connaissent pas l'eau. Donc, quelle est votre relation? Parce que c'est une matière sacrée. On la retrouve dans toutes les religions abrahamiques et les autres. Donc voilà, c'était cette idée de dire comment ça fonctionne ailleurs. Et en fonction de ça, on agrège avec nos convictions, nos solutions pour essayer de construire des choses. C'est quoi les différentes problématiques justement? Et quand on arrive dans ces villages, quel est le message principal? Quelles sont les principales problématiques justement concernant l'accès à l'eau? Il y a l'accès bien évidemment, mais après il faut qu'elle soit, j'imagine, buvable, potable, qu'elle soit saine. Tout à il y a fait. le stockage. On a tendance à résumer les problématiques liées à l'eau potable. Mais finalement, on boit 2 litres par jour, alors qu'on en a besoin de 400 pour l'usage humain, et puis de 5000 par jour en empreinte eau. Je connais personne qui est mort parce qu'il n'avait pas d'eau à boire, ça arrive rarement, mais les gens meurent, je crois que 4 millions de parents meurent, et des millions sont malades chaque jour juste pour la qualité de l'eau. Donc c'est l'assainissement. À mon sens, le plus gros sujet, c'est juste l'assainissement. Donc, en quelques chiffres, 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. C'est ça qui est fou. Et 60% n'a pas accès à l'assainissement. Ça fait juste 5 milliards de personnes. Et 80% des eaux usées sont rejetées sans aucun traitement. Et que ce soit l'homme ou l'industrie, en fait, c'est des stations d'épuration à l'envers. Parce qu'en tant qu'être humain, on boit de l'eau propre, on rejette de l'eau sale. À partir du moment où je mets une goutte de poison dans la nature, c'est toute la nature qui est abîmée. Et 80% des eaux usées ne sont pas recyclées aujourd'hui? Non, ne sont pas traitées. Ne sont pas traitées. À recycler, ça serait magnifique. En France, qui est un des pays les plus avancés, on recycle 1%. Donc on est très très loin. Le plan eau prévoit un objectif à 10%. On part de loin. Un récent rapport de l'UNICEF et de l'OMS met en lumière le manque d'accès à l'eau et à l'hygiène dans les écoles. Toi, justement, avec tes différentes initiatives et aussi pour ton métier d'entrepreneur, tu travailles dans l'eau, justement, tu as pu, sur le terrain, vérifier toutes ces problématiques. Tout à fait. Je vais te raconter une anecdote, parce que je sais que tu aimes les anecdotes. J'adore les anecdotes. Alors,
peut-être juste avant, parler un peu de la partie école. Alors, je siège à l'Ordre africain des grandes écoles et des universités, donc pas mal actif dans la partie éducation. Tu ne veux pas demander à un gamin d'aller à l'école s'il n'a pas d'eau à la maison. D'abord, il doit aller chercher de l'eau. Donc forcément, il y a une priorité. Tu veux que l'éducation fonctionne, l'eau. Pour revenir à l'anecdote, alors il faut savoir qu'en Afrique, c'est les enfants et les femmes qui vont chercher l'eau. Voilà, c'est leur responsabilité. D'accord. Il y a eu une installation qui a été faite dans un village. On dit, bon, okay, hyper content, comme ça les femmes ont accès à l'eau dans leur village et ça leur évite 2 heures. Un mois après, tout le matériel a été cassé, première fois. Bon. On remet, recassé. Il est où dans le village? Non, en fait, c'est juste que le village n'avait pas de point et que l'eau a été amenée dans le village. Sinon, il fallait aller 1h30 à pied à la source. Waouh, d'accord, ok. Et en fait, il est cassé 2 fois. Et on ne comprend pas, parce que tu as l'eau, enfin, tout devrait être bien. Bien sûr. Et en fait, on n'avait pas intégré une chose, c'est que ces femmes-là nous ont dit, mais vous nous coupez un pan de notre vie. Notre seul moment de plaisir, c'est cette 1h30 pour aller là-bas. 1 heure pour rigoler entre copines là-bas et 1h30 pour revenir. Donc, on a une demi-journée, on n'a pas nos maris sur le dos, on n'a pas les responsabilités, on ne doit pas faire à manger. Donc, finalement, en ayant l'eau ici, on préfère, entre guillemets, galérer, mais avoir cette bouffée d'oxygène dans un quotidien qui est parfois stressant. Bien sûr. C'est des choses qu'intégrer. Donc, alors, l'idée n'est pas de dire, bon, finalement, on vous laisse marcher. C'était plutôt de dire, il faut qu'on puisse remplacer ce moment-là. Donc, haut ou pas haut, tu dois aussi pouvoir vivre un petit peu. Donc, c'est le genre d'anecdote qui fait que la relation à l'eau, elle n'est pas si simple. On a parlé de Cycle for Water. Là, on a switché, effectivement. Il y a d'autres projets, puisqu'effectivement, tes ambassadeurs avaient fait plus de 100 000 km à vélo. Ils avaient préparé ça pendant plus d'1 an. Tu l'as précisé, effectivement, avec plus d'une vingtaine de pays traversés et des souvenirs et des installations effectivement qui ont été donc mises en place. C'est quoi Climb for Water? Donc 4 hauts sommets ou ça a évolué depuis là déjà? En fait, il y en aura peut-être un de plus. T'es sûr. Oui, bon, on a 4 sur l'affiche, mais je me doutais que ça allait évoluer. En fait, Climb for Water, l'idée c'était les glaciers, hein, parce que on dit c'est le château d'eau du monde. Il y a des centaines de millions de personnes qui dépendent juste de l'eau des glaciers. Donc l'idée c'était de sensibiliser un petit peu à la fonte des glaciers ou à la montagne. Dire ok, on va essayer de faire une action dans la partie sportive, le challenge, c'est des ascensions, et toujours couplé à des actions de solidarité et d'installation. Donc la première étape est passée, puisque Baptiste, qui est un alpiniste français, qui est à Annecy, et Hugo, qui lui est bolivien. Donc 2 alpinistes, et il y a eu 2 ascensions qui ont été faites. Voilà, vous voyez Baptiste. Hein. Wow. Et donc, et là, il est avec Hugo et Anne, la française, qui vit en Bolivie, qui est ambassadrice No Water aussi. Donc là, ils sont à La Paz. Donc il y a eu 2 ascensions qui ont été faites par Hugo et Baptiste. On a monté, je sais plus de 3 tonnes, enfin quelques tonnes de matériel à 4000 mètres d'altitude dans un village où il n'y avait pas d'accès. Comment on fait pour acheminer tout ça? Non, en voiture, pick-up, etc. D'accord, j'ai eu peur. Pas le choix. Okay. Non, pas de Baptiste. Je sais qu'ils sont costauds là, mais... non, exactement. Et l'idée, c'était d'équiper une école, en fait, où là, c'est pas juste, entre guillemets, d'amener l'eau, mais il fallait construire le lieu, là où arrivait l'eau. Donc, il y a eu du ciment, il y a eu... Enfin, voilà. D'accord. Donc, et il y avait une deuxième action qui était prévue avec la Fédération des peuples autochtones d'Amazonie dans un village. Bon, le président de la fédération a insisté pour que je sois là, donc je lui dis écoute, on la refera plus tard. Et la prochaine étape, parce qu'il y a quand même une préparation sportive dans tout ça, donc Baptiste et Hugo sont en train de s'entraîner. On rappelle des altitudes là. 4000 mètres le village et 6000 et quelques mètres les 2 sommets. Voilà. Et la prochaine étape, c'est juin ou juillet 2025, cette fois au Pakistan. Donc c'est le G2. Alors G2, on avait hésité entre l'Everest et le G2, mais Everest, on est parti dans un truc plutôt touristique business. Voilà. Et donc on a trouvé que le G2, c'était plutôt, un peu plus pertinent. Donc toujours pareil, il y aura des installations solidaires avec des associations locales, parce qu'on fait toujours intervenir des locaux, et les ascensions. Et pour le sommet en plus, j'hésite à faire entre les deux un sommet en RDC. Pour faire simple. D'accord. J'ai envie d'intégrer cette petite... C'était pas prévu, mais je me dis, on a fait l'Amérique du Sud. Une petite étape en plus. L'Asie, pourquoi pas faire l'Afrique au milieu. On va compliquer un petit peu tout ça. On y va. Ça va rentrer dans le timing. On y va. Il y a toute une métaphore, on t'entend effectivement autour des montagnes d'eau. Il y a aussi, j'ai l'impression, surtout une urgence à sécuriser ces montagnes d'eau, parce qu'on le sait que quelque part, il y a une énorme fuite. C'est la source. En fait, c'est la source. C'est la source. Donc après, il y a le réchauffement climatique qui fait que tout ça se perd. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit sur Terre où il pleut
sans que la pluie soit polluée. C'est-à-dire que même dans l'Himalaya, quand il pleut, il y a des microplastiques. Même en Himalaya. Voilà, exactement. Donc effectivement, ça reste la source. Donc la plupart de l'eau potable provient de là. Donc effectivement, il y a une urgence entre la pollution, la sécurité, les endroits touristiques en haute altitude où on jette un peu de tout dans les sources. L'eau, elle coule après. Donc effectivement, il y a cette urgence de sensibiliser à la source. Tu parlais justement de l'installation, justement de l'accès à l'eau dans certains villages, et ça se fait en parallèle effectivement de ces ascensions. Oui. Tu les installes, ces points d'eau de plus en plus souvent dans les écoles. Est-ce que l'école, c'est un point névralgique du coup du village ou de la commune? C'est Orson Welles qui a dit que l'hypocrisie consistait à regarder le monde tel qu'il était plutôt que tel qu'il devrait être. Les enfants ne font pas preuve d'hypocrisie et regardent le monde tel qu'il devrait être. En tant qu'adulte, le système a fait qu'on est là où nous sommes et on a tendance à vouloir réparer un monde plutôt que d'en imaginer un nouveau. C'est le principe, quand tu danses devant une glace, tu te regardes la façon dont tu danses, etc. C'est bien, c'est pas bien. Un enfant se moque de tout ça, il danse. Donc effectivement, je trouve que, et je vais même plus loin, les écoles primaires, je trouve que c'est l'enjeu, c'est ici que ça se joue. D'accord. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec toutes les écoles africaines avec lesquelles on travaille. C'est qu'à mon sens, je peux me tromper, mais ça se joue avant 12 ans. À partir de là, même dans les lycées, etc., même si les gens engagés sont un peu plus âgés aujourd'hui, on est forcément, c'est la condition humaine de Rousseau, on est forcément un petit peu déformé par la société. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu. Les jeunes qui ont fait le tour du monde, obligation de passer dans les écoles primaire. Et ça a un impact immédiat ou les semaines qui suivent l'installation sur le taux de scolarisation, est-ce que ça change un peu du coup la perception qu'ont les parents de l'école? On sait souvent que malheureusement, dans certaines contrées, les enfants, on leur dit écoute, va pas à l'école, il va falloir gagner de l'argent. Il y a deux sujets. Il y a aller chercher de l'eau, et ça représente vraiment une quantité qu'on néglige. C'est dire, OK, le temps passé à aller chercher l'eau. Donc finalement, quand tu amènes l'eau, ça lui permet, lui, d'aller à l'école. Et le but, c'est de transmettre. Donc ça veut dire qu'on ne leur donne pas juste de l'eau, et puis allez-y. Donc on essaie systématiquement aussi de transmettre certaines valeurs, etc. Autre anecdote, on était à l'orphelinat à Kinshasa, c'est l'orphelinat de Blaise Matuidi. Ce que fait tout le monde, on vient avec un peu de nourriture, avec des choses, etc. Puis je leur ai dit, ancien joueur du PSG, champion du monde, pour ceux qui ne savent pas, je précise. Ils sont comptés que mon associé dans la société, mais cofondateur de l'ONG avec Yohan Benalouane, effectivement, aussi, qui est joueur de foot, tout à fait. On est 3 cofondateurs de l'ONG. Et en fait, un footballeur, toi? Non. Moi, mon fils joue au tennis, mais moi, non. Il monte à la volée. Oui, exactement. Et pour l'anecdote, dans l'orphelinat, en disant, écoutez, je vous donne quelque chose, mais je ne sais pas si je vous rends service. Pourquoi? Parce que le jour où ça sera fini, vous allez encore attendre que quelqu'un vous l'amène. Peut-être que si j'avais amené un jeu d'échecs avec moi, je vous aurais appris à jouer. Puis une fois que j'ai fini, je le mets dans la poche, je repars avec. Et peut-être qu'il y en a un qui va se dire, tiens, je vais en fabriquer un parce que c'est basique. Et puis il va apprendre à jouer, puis il va en faire un deuxième, un troisième, puis il va le vendre. Puis grâce à cet argent-là, il va pouvoir peut-être justement acheter des choses. La cuillère de riz, elle aura peut-être plus de goût que le kilo que moi je t'ai donné. Donc on essaie quand même de transmettre aussi beaucoup à travers l'eau. De dire, oui, l'eau c'est la vie, mais l'eau, toutes nos voies de développement dépendent de l'eau. L'industrie dépend de l'eau, l'agriculture dépend de l'eau, tu veux faire des t-shirts, il faut de l'eau, tu veux fabriquer des voitures, il faut de l'eau, ainsi de suite. Et c'est dur de sensibiliser justement autour de la fonte des glaciers, autour de la problématique de l'eau, plus généralement? Dans le monde occidental, énormément. Dans le monde oriental, non. Mais ça, je pense que c'est on a peur de la mort. C'est comme le changement climatique, ça paraît loin parce que ça fait référence à mourir. Et puis aujourd'hui, on est dans une société où l'argent est devenu plus important que la vie. Et donc la mort, c'est non, surtout, je ne veux pas en entendre parler. Donc oui, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais on accepte de planter des graines et en sachant qu'on ne profitera pas de l'ombre de l'arbre qui va pousser. Mais c'est pas grave. Moins de 12 ans, ça marche très bien. Mais Alexis, pourquoi doit-on s'investir aujourd'hui plus que jamais pour l'eau? Je vous dis que 38% de la population mondiale est exposée au stress hydrique ou sera exposée au stress hydrique cette année. Oui. C'est quoi le stress hydrique? Alors je crois que c'est 2030. Non, 2025, tu as raison. Pour moi, tout à fait. Malheureusement, le stress hydrique. Malheureusement, c'est cette année. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui disent en dessous de telle quantité d'eau disponible par jour et par habitant. On est en stress hydrique. Donc après, il y a des chiffres. Alors, bizarrement, l'Inde, par exemple, c'est le 5e réservoir d'eau et pourtant, ils sont en stress hydrique. Parce que toute l'eau est polluée. Donc, on en revient encore une fois à ça. Donc, le principe du stress hydrique, c'est que tu n'as pas assez d'eau par jour
pour développer ton pays. 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, tu disais tout à l'heure, 80% des eaux usées rejetées dans la nature, moins d'1% de l'eau accessible à la consommation, on l'évoquait également. Et qu'est-ce que sont que les objectifs ODD 6 et ODD 13, je disais ça 13 ou 14 j'ai vu 13, c'est 14. 13, c'est toute la partie... Alors, 6, en fait, c'est l'accès à l'eau. En 2010... développement durable. Exactement, c'est parmi les objectifs de développement durable 2030 et l'ODD 6 2030. L'objectif, en tout cas, de... Alors, 2010, résolution 64-292 de l'ONU, l'eau est un droit humain. Donc en gros, tout le monde est censé avoir accès à l'eau. Et en 2015, ils se sont rendus compte que l'eau n'était pas un fin en soi, donc ils ont créé justement les objectifs de développement durable pour dire on va mettre entre guillemets les moyens et puis les objectifs dans des objectifs de développement durable. Donc l'objectif 2030, tout le monde a accès à l'eau et tout le monde l'assainissement traité. C'est une utopie, hein. Enfin, techniquement c'est impossible à la vitesse à laquelle on va. Et donc l'ODD 6, c'est l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, tout simplement. C'est celui-là qu'on porte le plus dans l'ONG. Et le 13, c'est la biodiversité, mais c'est lié en fait. C'est-à-dire que si l'eau est propre, tu en profites, l'animal en profite, le végétal en profite, ainsi de suite. En termes de logistique, c'est compliqué justement quand tu fais ces initiatives solidaires dans les villages pour amener le matériel justement pour qu'ils aient accès à l'eau. Je pense que le plus dur, c'est l'aspect financier. Quand tu fais les choses avec le cœur, tout est plus simple. Donc tu gères toutes les galères. Logistique, etc., tu trouves toujours des solutions. Et comme on s'appuie systématiquement sur des locaux, l'avantage, c'est qu'on se débrouille toujours. Et ça n'a pas de coût en plus. C'est-à-dire que transporter, etc. Les locaux sont impliqués, ils ne facturent pas leur temps. On est là juste pour trouver le matériel, mais on trouve toujours les solutions à plusieurs. Le plus compliqué, pour être totalement transparent, c'est plutôt la partie financière, parce que tout ça a un coût. Au début, on le finançait en propre avec mes associés, puis on a intégré quelques partenaires. On n'a jamais eu de subvention, donc on n'a pas fait appel aux appels publics, etc. Parce que c'est du temps, finalement. D'accord. Le plus dur, c'est de trouver des partenaires. C'est de trouver des partenaires et de trouver les finances. C'est pas les idées qui manquent, c'est pas les actions. Cycle for Water, tu en as parlé, c'était leur idée. Hein. Mais on les a aidés, on les a un peu financés, trouvé du financement, et puis on a construit le projet avec eux, parce qu'on a cette expérience. Climb for Water, c'est une idée interne, on a été les chercher après les alpinistes. Donc c'est un peu... Mais on a énormément de projets qu'on nous propose qui sont hyper intéressants. Et nous, on propose toujours ce couplage en alliant les sportifs et... Voilà. Donc, le plus dur, Unilassal for Water, c'est quoi? Alors, Unilassal for Water, c'est une école d'ingénieurs agronomes. Donc, on est vraiment dans cette thématique développement durable. En mai dernier, on a emmené 9 ingénieurs, 7 nationalités. Donc, c'était marrant. Mexique, Brésil, Cameroun, île Maurice, Inde, France, Turquie. Donc, c'était marrant. Donc, on a emmené 9 ingénieurs de 7 nationalités différentes en Algérie pendant 15 jours pour travailler sur le lien entre l'olive, l'huile d'olive et l'eau. Alors ça paraît un peu anodin, mais il faut savoir que tous les déchets qu'on rejette polluent le sol et polluent les nappes phréatiques. Donc comment on recycle tout ça? Voilà. Donc c'était, il y a eu pas mal aussi d'actions sur le terrain, intervention université, des actions de ramassage de déchets, etc. autour d'un lac. Enfin voilà. Donc l'idée c'était de faire découvrir toujours cette idée d'aller apprendre comment ça fonctionne ailleurs et comment on peut optimiser tout ça en fournissant ensuite des rapports et des préconisations localement. Des rapports, des conférences, des conférences talk, si je puis dire. Alors, les talks, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On a cette notion de talk no water, no us. L'idée, c'est comment on peut embarquer les entreprises. Donc, le premier talk a eu lieu à Paris en septembre avec Cadillac, donc grande marque qui se soucie de la consommation d'eau dans la fabrication de ses véhicules. Juste à côté de l'Opéra Garnier. Exactement. Dans leur showroom, il y a 150 personnes. On est énormément. Yohan Benalouane était là. Il y avait une vingtaine de sportifs, puisqu'on a une 60aine d'ambassadeurs, dont une vingtaine de sportifs haut niveau. 6 qui étaient qualifiés au JO, qui étaient là d'ailleurs. Donc, l'idée de ces talks, c'est. On doit impliquer un peu tout le monde. Donc on implique aussi les entreprises en les embarquant. Et l'idée de ce talk, c'est toujours une thématique, dire un peu ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, et puis réunir les gens, parce que c'est comme ça qu'on échange. Le prochain, c'est Tunis. Le 6 février Le 6 février, donc la date est fixée à Tunis, dans un hôtel prestigieux. D'accord. Et les suivants, c'est Genève, Lisbonne. Enfin, on est en train de travailler. Ça, c'est déjà booké, justement, Genève, Lisbonne. Tunis, c'est sûr, 6 février. Et il y a 3 autres pays qui sont en cours de discussion pour le lieu, etc. D'accord. Justement, tu parlais des sportifs. On sort d'une très belle période, très belle parenthèse olympique. Est-ce que tu les sens encore un peu plus
impliqués, justement, eux qui sont souvent sollicités, qui sont souvent sur le terrain et qui donnent souvent de leur temps, justement, pour des œuvres caritatives. Tu les sens particulièrement, justement, préoccupés par ces problématiques? Alors, en tout cas, je mesure la différence d'avant de les avoir rencontrés et pendant et après. Je crois que vous avez reçu une de mes ambassadrices, Zora Kelly. Ah bah oui. C'est une de mes ambassadrices. D'accord. Elle est très impliquée et aujourd'hui, elle prend ce sujet à cœur puisqu'elle en parle quand elle est à l'UNESCO, etc. Mehdi Marzouki, qui est équipe de France de water polo, c'est pareil. Enfin, il le dit ouvertement d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est tellement évident qu'on l'oublie, l'eau. Mais quand quelqu'un nous le rappelle, t'as l'impression que ce sera toujours, en tout cas ici en France, t'as l'impression qu'on l'aura toujours, que c'est toujours donné, quoi. Enfin, tout à fait, exactement. Tu ouvres ton robinet, c'est là, c'est accessible. Tout à fait. Mais c'est pas si simple que ça. Le cycle de l'eau n'est pas celui qu'on nous a décrit. Donc oui, je vois cette réelle différence et cette implication et ils portent le message. Donc aujourd'hui, la plupart de nos ambassadeurs sportifs en parlent beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on le voit, parce qu'on a l'impression que ce sera toujours là, mais il n'y a qu'à se balader un petit peu dans les Outre-mer. Tu vas en Guadeloupe et tu vois que la problématique de l'eau là-bas, et pourtant, on a Caroquera, l'île aux belles eaux, la Guadeloupe, donc on a plein de sources. En fait, on en revient toujours à la quantité d'eau n'a pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. Il faut garder ça en tête. Chaque goutte est âgée de 4 milliards d'années. Donc on aura toujours de l'eau. On a un souci de qualité avec cette eau usée qu'on rejette. De plus en la quote-part de l'eau insalubre est de plus en plus grande. On aura de l'eau, mais elle coûtera de plus en plus cher à la rendre propre. Et par facilité, on se dit tiens, on va dessaler parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais c'est une hérésie d'aller dessaler. Ça coûte moins cher de nettoyer une eau sale que d'aller dessaler. C'est moins énergétique, ça coûte moins cher et pour l'environnement, c'est catastrophique de dessaler. Est-ce qu'on a progressé d'un point de vue technologique, peut-être justement pour Moi, je dirais qu'on n'a rien inventé. Les bactéries sont capables de nettoyer l'eau depuis toujours. Depuis toujours. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des moyens à moindre coût justement pour... Oui, plein. Honnêtement, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'eau, l'argent étant devenu plus important que la vie, l'homme a compris qu'en complexifiant les process, il gagnait plus d'argent. Le dessalement, ça fabrique de l'argent à chaque étape, parce que quand on y pense, je paye pour dessaler, j'utilise, je paye pour nettoyer, ensuite je rejette à la mer pour ressaler. Écoute, prends de l'eau, utilise-la, recycle-la, réutilise-la, et ainsi de suite. L'eau est recyclable à l'infini. Donc non, aujourd'hui, il y a beaucoup de process et de technos qui sont plus focus sur l'argent en priorité, plutôt que l'argent en conséquence d'une bonne action. Donc c'est peut-être ce fameux dilemme, d'ailleurs, comment je fais pour allier business et climat. Il y a plein de moyens de le faire. Mais l'urgence d'aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu as ta vie d'entrepreneur, bien sûr, tu as ta société. Oui. Et c'est le traitement de l'eau. Et il y a bien sûr No Water, No Us. Tu as l'impression d'avoir été débordé, mais c'est positif. Débordé au final par le succès de toutes ces initiatives. Il y a tellement de besoins aujourd'hui. Il faudrait que j'en parle avec Jacques, mon associé dans la société, effectivement, parce que le cœur a pris le dessus. Voilà, j'avais pas anticipé le fait que l'ONG me prendrait autant de temps. Et qu'est-ce qu'on ressent du coup quand on va voir tel sourire, on va voir tel gamin dans telle contrée. Écoute, c'est la richesse intérieure. J'aime beaucoup en parler. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement l'argent avait pris le pas sur. Dans le monde, mais j'essaye toujours moi de réfléchir en disant ok, d'abord je mesure l'impact sociétal et environnemental de ce que je fais, et s'il est bon, j'intègre un modèle économique. Si je ne trouve pas de modèle économique, là, je reviens voir un peu mon modèle. Mais c'est facile de... gagner de l'argent, c'est pas compliqué. Quand on a l'habitude de faire des boîtes, on va pas se mentir. Il y a plein de modèles où on peut gagner de l'argent. Mais toujours, ça s'appelle l'amnésie du futur, c'est mesurer les conséquences dans le futur de tes actes dans le présent. Donc, effectivement, l'ONG a pris le dessus. C'est peut-être aussi une histoire personnelle de vie qui a fait que... Mais aujourd'hui, non, je compte pas le temps passé. Parce qu'il y a, et j'ai pas anticipé. Il y a un jour, quelqu'un qui t'a tendu la main, tu as eu envie de l'appareil justement Je ne sais pas comment te répondre à ta question. J'ai la réponse, mais je ne sais pas comment répondre à ta réponse. Je crois que c'était une négociation avec Dieu pour être transparent, qui a duré plusieurs mois. On en parlera. Je ne savais pas si je serais là ou là. On fera une autre émission pour on fera une autre émission là. Plus en voilà, mais effectivement, non, ça a pris le pas. C'est devenu gros, grand, mais sans que je le maîtrise. Je suis transparent. Il n'y a aucune organisation, il n'y a que des bénévoles, mais ça a grossi parce qu'on a fait les choses avec le cœur. Tu as vu les 4 jeunes partir faire cette mission, c'est incroyable.
Ouais. Et ils ne comptent pas leur temps, ils ne comptent pas leur énergie, effectivement. Exactement. Et à chaque fois. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre aujourd'hui? Tu as fait tellement de voyages. Est-ce qu'il y a une parole d'un jeune où, effectivement, tu nous parlais de ton ami autochtone, qui est chef? Tout à fait, oui, tout à fait. J'avais rencontré Domingo Peas à la COP28, d'ailleurs, président de toutes les fédérations. Thomas aussi, qui est lui président de la fédération, mais plutôt partie bolivienne. C'est simple, en fait. Tu as l'impression que la vie est beaucoup plus simple que ce qu'on pense qu'elle est. Donc, effectivement, mais après, j'ai aussi beaucoup des gens à l'ONU qui m'ont marqué. Je pense que mes enfants, honnêtement, Enzo et Jade, c'est ceux qui me marquent le plus parce que. Mais Ulysse m'avait posé la question, il m'a dit... Mais ils ont quel âge? 15 et 17. 15 et 17. Mais ça fait déjà des années que je les écoute parce que j'avais écrit un spectacle pour sensibiliser à l'eau. On a eu la belle saison Africa 2020 et on l'a joué en septembre 2021 à l'auditorium d'Anguin-les-Bains. D'accord. Et à la fin, je voulais faire monter ma fille de 12 ans à l'époque sur scène pour dire quelques mots. Et en fait, elle a explosé en larmes. Elle a quand même fait son discours. Et après, j'étais là, je dis, écoute, moi, je me suis dit, elle m'a pourri mon spectacle. Alors, je suis transparent. Hein. Ouais. Je suis transparent. Je lui ai dit, elle m'a dit, non, papa, j'ai pas pleuré. Elle m'a dit, j'ai pas pleuré parce que j'avais le trac. Ouais. C'est par rapport à tout ce que tu as dit. Ouais. Et la moitié de la salle est venue me voir avec les larmes aux yeux. Et c'est pour ça que je me dis, ça vient des enfants. Et en fait, ils ont des mots simples. Et aujourd'hui, quand je fais un post ou quand je fais une action, je la soumets systématiquement à mes enfants. Donc, je pensais que l'inspiration venait des gens qu'on regardait. Non, l'inspiration vient de pour qui tu fais ça. En fait, pour les enfants, finalement. Donc, on devrait écouter un peu plus les enfants. Tu devrais inviter dans l'émission des enfants. Mais nous, alors attention, nous c'est notre credo. Dès qu'on peut avoir des enfants, on y va. Écoute, il faut. En plus, c'est bien que c'est les interviews les plus difficiles, mais c'est aussi les plus drôles. Et en plus, ça nous fait un bêtisier pour l'année. Écoute. Et je passe pour un pif. C'est magnifique. Les enfants, tu nous dis qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs ambassadeurs. Oui. Comment tu arrives aujourd'hui, et peut-être que c'est aussi qui te donne de la force pour rester positif, parce qu'on sait que il y a un basculement, effectivement, oui, tout à fait. Sur la planète, dans plusieurs États, dans plusieurs pays, avec des chefs d'État qui vont te dire qu'il n'y a pas de problème climatique, qu'il n'y a pas de problème d'eau, et que ça va finir par se refroidir, que ça va finir par se régler, qu'il n'y aura pas de problème. Quand tu es sur le terrain au quotidien, justement, tu as envie de leur dire quoi, ces gens? Sans faire de la politique non plus, mais... Oui, non, je sais bien. Que si ça se refroidit, je serai le premier content. Ouais. Mais qu'en attendant, moi j'ai 4 millions de personnes, donc 90% moins de 14 ans, qui meurent chaque année à cause de ce problème de l'eau. Donc à partir de là, trouve-moi une solution pour soigner ces gens-là. Et puis, écoute, je veux bien patienter. Mais aujourd'hui, les chiffres, ce sont ceux de l'ONU. Ceux-là, ils ne mentent pas. OK, si tu veux, ça va se refroidir. Parfait, mais nettoyons l'eau. Ils meurent parce que justement, l'eau, il y a des bactéries. L'eau est un salut. Un salut. Elle est sale. Ils sont, à un moment donné, tu dois boire. Tu n'as pas le choix. L'eau, c'est la vie, c'est pas juste une citation. Si tu n'as pas d'eau, tu meurs. Tu es fait d'eau, d'ailleurs. Ça veut dire que tu es fait de 70% d'eau. Si l'eau que tu as à l'intérieur de toi est sale, forcément, tu as plus de chances d'être malade. Il faut savoir que je crois que si tu perds 2% d'eau pour une personne qui fait 1m65, c'est 25% de capacité, de compétences en moins. Et ton intellect est aussi impacté. C'est un peu violent, mais tu ne veux pas demander à des pays de faire des générations d'enfants intelligents si la qualité de l'eau qu'ils boivent n'est pas bonne. Ça a un impact direct sur le cerveau. Ton cerveau se développe moins bien si tu es en déshydratation. C'est des choses connues. Donc, si vous me dites que le changement climatique est juste une utopie, si vous voulez, mais ça ne change pas que les choses factuelles, elles sont là. Les incendies, les sécheresses, les maladies sont là. Donc, plutôt les renvoyer vers des choses concrètes, plutôt que des choses qui leur paraissent abstraites, parce qu'après, chacun sa croyance, comme on dit. Après, rester positif, moi j'estime que j'ai pas le choix, en fait. Pourquoi être négatif, voilà. Donc non, je reste positif. Merci Malek. Merci à toi. Merci Malek. Malek Semar, entrepreneur, président, fondateur de l'association No Water No Us. Tu feras un coucou effectivement aussi à tes associés. S'ils passent par Paris, ils peuvent aussi venir nous raconter effectivement cette aventure. Écoute, je leur en parlerai, bien sûr. Commencer par Blaise Matuidi, que l'on embrasse. Un grand merci à toi. Merci à toute l'équipe. Et puis on croise les doigts pour effectivement toutes ces nouvelles étapes. Il y a peut-être même une nouvelle étape du côté de la RDC. Je ne savais pas, c'était pas prévu. C'était pas prévu, on est en train d'en discuter. Ça se rajoute au programme. Allez, on y va. À très bientôt et merci encore.